Venez, mon jeune ami, entrez. Allons-y. Mr. Locke, c'est un véritable plaisir de rencontrer une sommité telle que vous. Que de forme, que de forme. Soyez plus simple, mon ami. Nous ne sommes pas un dîner mondain. Il y a plus de poussière et beaucoup moins de saleté. Alors, vous m'avez dit que le sujet de votre visite était important et urgent. Alors, dites-moi. Mr. Locke, vous n'êtes pas sans savoir que je suis actuellement chef inspecteur de la police londonienne. Je n'ai pris mes fonctions que récemment et je compte les honorer. Seulement, une sale affaire m'est tombée dessus et c'est un sacré départ pour moi. Je vous ai ramené les rapports d'enquête et les autopsies de 2 meurtres. Ils ressemblent très fortement aux actes de l'affaire Jack l'Éventreur. Oh, je vois pourquoi vous vouliez me voir. Mr. Locke, il y a 30 ans, vous étiez responsable de l'enquête concernant cette affaire. Personne ne connaît le dossier mieux que vous. Vous pensez qu'il est revenu? Cela m'étonnerait beaucoup, mais effectivement, les meurtres peuvent correspondre au mode opératoire de Jack l'Éventreur. Si vous avez du temps, pouvez-vous me dire tout ce que vous savez sur cette affaire? Je suis inspecteur à la retraite. Du temps, je n'ai que ça. Prenez un whisky. Sans façon, je ne voudrais pas abuser. Prenez un whisky. La nuit va être longue. Pour commencer, je pense qu'il est important de parler du contexte de cette affaire. C'est même primordial pour la comprendre. Cette histoire s'est déroulée dans le district de Whitechapel, dans l'East End, à Londres. À cette époque, notre belle capitale devient une métropole. Les migrations d'Irlandais, de Juifs d'Europe de l'Est et de Russes déferlent dans nos quartiers et rendent la ville surpeuplée. Les logements deviennent insalubres, les vols, la violence, l'alcoolisme se répandent partout. Et la prostitution explose. Dites-vous bien que dans le seul district de Whitechapel, on pouvait trouver 63 bordels et plus de 1200 prostituées. Le district était dans l'œil du cyclone. Les émeutes se succédaient, auxquelles on répondait plutôt fortement. Tu ajoutes à ça l'antisémitisme et les crimes, et tu comprends que Whitechapel était un concentré de violence et d'immoralité. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu l'affaire. Il me semble que parmi ces meurtres, certains ne sont pas du fameux Jack l'Éventreur. En effet, nous n'avons pas de preuves formelles qui valident ou invalident tel ou tel meurtrier, mais on est tout de même arrivé à tirer quelques conclusions. Entre le 3 avril 1888 et le 13 février 1891, ça me rajeunit pas, 11 meurtres de femmes ont eu lieu sur le district de Whitechapel. Certains clairement attribuables à l'Éventreur, d'autres où on sait que ce n'est pas le même homme, et le reste qu'on n'a pas pu trancher. Dans l'ordre chronologique, voici la série de crimes de Whitechapel. Emma Smith, une prostituée. Le 3 avril 1888, elle est agressée, violée et dépouillée. Elle est blessée mais parvient à retourner chez elle. Elle prévient la gardienne des lieux qui l'amène à l'hôpital. La pauvre est morte d'une péritonite. L'examen médical a établi qu'un objet contendant avait été introduit dans son vagin et avait rompu le péritoine. Certains collègues ont pu penser qu'il s'agissait du premier crime de Jack l'Éventreur. Mais il s'agit probablement d'une attaque d'une bande criminelle. Peut-être à cause d'une désobéissance. Le 7 août, toujours en 1888, Martha Tabram, prostituée également, est assassinée de 39 coups de couteau. Ce cas est compliqué. La victime fut poignardée, alors que dans les autres cas, ceux dont on est sûr de la culpabilité de l'Éventreur, elles étaient égorgées. Mais c'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure clairement.
Si c'était son premier meurtre, sa méthode n'était peut-être pas encore bien rodée. Le 31 août, Mary Ann Nichols, la première victime officielle de Jack l'Éventreur, est assassinée. La méthode, gorge tranchée 2 fois, de la gauche vers la droite. Profonde coupure irrégulière au niveau de l'abdomen, ainsi que de nombreuses petites coupures sur le reste du corps. J'ai oublié de préciser que c'était elle aussi une prostituée. Certains journaux ont relié le meurtre aux 2 précédents, en accusant une bande criminelle. D'autres quotidiens parleront d'un seul tueur. On reparlera plus tard du rôle de la presse, bien plus important qu'il n'y paraît. Le 8 septembre, le corps d'Anne Chapman, prostituée, est retrouvé mutilé. La gorge a été tranchée de la même manière que la victime précédente. Elle a également été éventrée, et ses intestins étaient sortis et posés sur ses épaules. Lors de l'autopsie, on s'est rendu compte qu'une partie de son utérus avait été enlevée. Les avis divergent sur ce point. Certains spécialistes affirment que le tueur possédait des notions de chirurgie, puisqu'il avait coupé les organes manquants du premier coup. Mais d'autres estiment que ce serait plutôt l'œuvre d'employés de la morgue qui les auraient ensuite vendus comme spécimens d'études. Un peu comme les résurrectionnistes. C'est le 2e meurtre canonique de Jack l'Éventreur. L'enchaînement des victimes et la brutalité des crimes provoquent une panique dans toute la ville. Au départ, on voulait offrir une récompense, en échange d'informations. Mais on s'est rendu compte qu'on ne recevait que des infos trompeuses. Et c'était contre-productif. Le 30 septembre à 1h du matin, le corps d'Elizabeth Stride, une prostituée, est découvert dans sa chambre, baignant dans une mare de sang après avoir été égorgée. Le corps ne montrait pas d'autres mutilations. Elle a été tuée quelques minutes avant d'être découverte. On pourrait donc penser que le tueur a fui avant de pouvoir procéder à son rituel macabre. 3e victime de l'Éventreur. Et la soirée n'était pas finie. 45 minutes plus tard, c'est une autre prostituée, Catherine Eddowes, qui est retrouvée morte et cette fois le tueur a pris son temps. Elle a été égorgée, son visage mutilé, ses intestins répandus sur son épaule droite, le rein gauche et l'utérus avaient été enlevés. Le 2 octobre, vous remarquez que tout s'enchaîne, je crois n'avoir jamais autant bossé qu'à cette époque. Bref, le 2 octobre, le torse d'une femme a été retrouvé dans les bâtiments de Scotland Yard, qui étaient encore en construction. La presse a relié cette affaire aux autres, mais tout nous porte à croire qu'il n'y a aucun lien. Fin octobre, on avait interrogé plus de 2000 personnes. On en avait suivi 300 et arrêté plus de 80. Mais rien à faire. Toujours pas de coupable. Le 9 novembre, la dernière victime officielle de l'Éventreur est retrouvée dans son logement de Spitalfield. Encore une prostituée, Mary Jane Kelly. Son corps sera sévèrement mutilé, son visage également. Cavité abdominale ouverte, intestin répandu dans toute la pièce, sang amputé et cuisses découpées. C'est le plus barbare des meurtres. C'est aussi celui où le tueur a eu le plus de temps pour agir. Tout se rejoint. La panique était à son paroxysme. Le gouvernement a déployé 143 policiers supplémentaires et a même offert le pardon aux éventuels complices du tueur, en échange d'informations. Tu connais les résultats? Aucun. La psychose régnait partout. Dans la police, les tribunaux, les médias et parmi la population. C'est l'exemple de Rose Millett, une prostituée retrouvée morte étranglée près de High Street. Certains médecins concluèrent à un assassinat, d'autres à un accident et encore d'autres à un suicide. Si même les toubibs se trompent, ça ne facilite pas la tâche. Le jury a considéré que c'était un meurtre et il a ajouté à notre enquête. Alice Mackenzie, le cas le plus compliqué à trancher. On suppose qu'il s'agissait d'une prostituée, mais on n'en a pas la preuve. Le meurtre a eu lieu le 17 juillet 1889. La victime a été égorgée et l'abdomen comportait de nombreuses coupures. La méthode peut sembler proche de celle de l'Éventreur. Les médecins légistes ne sont pas d'accord. Soit c'est bien Jack l'Éventreur qui a ajouté une nouvelle victime à sa liste, soit c'est un imposteur qui a voulu imiter le maître. Et enfin, on commencerait presque à se lasser, le 13 février 1891, c'est le corps de Frances Colles, une prostituée qui est retrouvée sous un viaduc ferroviaire. La pauvre a eu la gorge tranchée, mais sans mutilation sur le corps. Il y eut encore d'autres meurtres liés à l'affaire, mais sans aucun élément permettant de les rapprocher, on n'en a pas tenu compte. Vous allez ensuite me présenter la liste des suspects de l'époque. Voilà, doucement, doucement. On va y aller étape par étape. Comme je vous l'ai dit, on a interrogé plus de 2000 personnes.
ça prend du temps. On a interrogé des bouchers, des assommeurs, des chirurgiens, des médecins, des éleveurs bovins. On était vraiment dans l'inconnu. De toute façon, avant même de parler de suspects, il nous a fallu faire un profilage. En octobre 88, j'ai demandé au médecin légiste de la police, Thomas Bond, d'établir une sorte de profil du tueur. Il s'agit probablement d'une première mondiale, un véritable profilage criminel. Le tueur sera un homme solitaire, sujet à des crises meurtrières et souffrant d'hypersexualité. Tout ça est bien mince pour nous permettre de coincer ce monstre. On a également reçu des lettres. Des centaines et encore d'autres centaines. La plupart nous étaient totalement inutiles. Parmi elles, plus de 200 étaient prétendument écrites par le tueur. Un ramassis de conneries, évidemment. Mais 3 d'entre elles ont attiré notre attention. La première est titrée « Dear Boss ». Elle y fait mention d'un meurtre avec notamment une oreille coupée. Ce qui sera le cas de Catherine Eddowes, dont le corps est retrouvé 3 jours après la réception de la lettre. Elle est signée Jack l'Éventreur. C'est la première mention de ce nom. Du pain béni pour la presse, qui a repris le terme dans tous leurs articles. Ensuite, on a eu une carte postale, Saucy Jackie. Écriture semblable à la précédente. Elle indiquait que 2 meurtres seraient commis coup sur coup. Ce qui est le cas pour Stride et Eddowes. Mais la lettre a été écrite plus de 24 heures après les meurtres. L'information avait déjà fuité dans la presse. Dans les 2 cas, nous pensons clairement à un canular. Probablement un journaliste qui voulait relancer les ventes de son employeur. On en reparlera. Le plus troublant était bien sûr la lettre From Hell, puisqu'elle était accompagnée d'un rein. Vous vous rappelez que Catherine Eddowes s'était fait enlever le rein gauche. On a pu établir qu'il s'agissait bien d'un rein gauche, mais pas l'âge ni le sexe de son hôte. C'est maintenant que l'on va passer à nos différents suspects. Très bien. En espérant qu'on puisse trouver ce monstre, si c'est bien la même personne. Si cela était aussi simple, vous allez voir que rien ne l'est dans cette affaire. Notre premier suspect, Montag Druitt. Cet homme s'est suicidé quelques jours après le dernier meurtre. Ça suffit pour le considérer comme suspect. C'est vous dire si on était dans le brouillard. Aucun autre élément dans le dossier. On peut le rayer de la liste. Severin Klosowski, un immigré polonais arrivé à Londres quelques mois avant les meurtres. Entre 1893 et 1894, il va empoisonner ses 3 épouses successives. Un beau palmarès. Cela en fait forcément un individu soupçonnable. Mais peu probable qu'il ait changé son modus operandi en cours de route. Aaron Kominski, un juif polonais et un cas un peu particulier. En 1894, Robert Anderson, un des enquêteurs, indique qu'un témoin aurait identifié un juif polonais du nom de Kominski. Problème, le témoin étant lui-même juif, il aurait refusé de témoigner officiellement contre un autre juif. Autre problème, aucun rapport d'enquête ne mentionne ce témoin. C'est plutôt étrange. Kominski était alors interné dans un asile pour des crises de paranoïa. Mais là encore, on n'a pas grand-chose. Mikhail Ostrog, un escroc et voleur russe. Il aurait affirmé être chirurgien en Russie. Mais c'est un escroc, donc c'est à prendre avec des pincettes. De toute façon, Ostrog était en prison en France durant la période des meurtres. John Peiser, encore un juif polonais. Au départ, cet homme est soupçonné parce qu'il est juif. Et c'est tout. L'antisémitisme était très présent à l'époque, et une bonne partie de la population était persuadée qu'un juif était responsable de ces meurtres. C'est malheureusement encore le cas aujourd'hui. Sauf que là, John Peiser était connu pour terrifier les prostituées du coin et pour avoir blessé une personne au couteau. C'est tout de suite plus intéressant. Cependant, il avait des alibis pour les meurtres, donc on oublie. Rien de concret, on est encore dans le flou. Et encore, je n'ai pas abordé les théories de la presse. Quelle bande d'abrutis! Regarde-moi ce ramassis de conneries. Ils nous ont inventé des suspects pour tout et pour rien. Déjà qu'on n'avait pas grand-chose, il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Regarde ça, Richard Mansfield, un acteur qui jouait Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ça suffit pour que la presse en parle. William Bury, il a tué sa femme. Aucun lien avec notre affaire, mais on n'est plus à ça près. Frédéric Bailey Deming, un homme qui a assassiné ses 2 femmes et ses 4 enfants. Il aurait avoué en prison être Jack l'Éventreur. Mais justement, il était aussi en prison au moment des meurtres. On oublie aussi. Karl Feigenbaum, juif allemand ayant tranché le cou d'une femme à New York en 1894.
Il était en Europe au moment de l'affaire, mais rien qui puisse prouver qu'il se trouvait à Whitechapel. C'est quand même dingue. Ces journaleux se basent vraiment sur rien. Leur but n'est pas de donner des informations correctes, mais de vendre leurs papiers. Et ils ont bien réussi leur coup. Vous savez que certains gratte-papiers ont même accusé Lewis Carroll, L'auteur d'Alice au Pays des Merveilles? lui-même. Ils auraient trouvé des anagrammes cachés dans son œuvre. Ils ont aussi accusé le médecin de la reine Victoria, Sir William Whitehead. Il était franc-maçon et il faut croire que ça suffit. Le pauvre avait plus de 70 ans et se remettait d'une crise cardiaque. En clair, nous avons des centaines de suspects potentiels, dont la plupart sont issus de théories farfelues, ont de solides alibis, ou tout simplement des cas dont la culpabilité ne repose sur absolument rien de concret. Des médecins, des juifs et des criminels. En veux-tu, en voilà. Mais vous savez, la théorie la plus drôle sur cette affaire, c'est celle de l'implication de la presse. Vous savez ce qu'on dit, quand on veut mener une enquête, il faut savoir à qui profite le crime. Or, qui a profité de toute cette histoire, si ce n'est la presse? Les tirages ont été multipliés par 10, 20, 100 parfois. Les patrons de presse sont devenus richissimes. Vous savez, il n'est pas du tout impossible qu'un de ces meurtres, surtout parmi les derniers, ait été commandité par la presse. Si on me demande si un bon article peut pousser à tuer, je ne sais pas. Mais devenir multimillionnaire, c'est un motif plutôt crédible. Je crois que nous avons fait le tour de la situation. Comme vous pouvez le voir, nous n'avions et nous n'avons toujours pas de piste sérieuse. En toute honnêteté, il m'étonnerait beaucoup que Jack l'Éventreur ait repris du service. Il me paraît assez clair que c'est un imitateur qui est à l'œuvre dans votre affaire. C'est fort possible, mais un imitateur qui fait des dégâts. Il faut arrêter ce salopard rapidement, et je vais m'en charger. Je regrette de ne pas pouvoir être utile à cette enquête, et je vous souhaite bien du courage pour trouver ce monstre. Vous en avez fait suffisamment, Mr. Locke. C'est à moi de prendre le relais désormais. N'hésitez pas à revenir dès que vous avez du nouveau. C'est promis. Et merci pour le whisky.